Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour ce nouveau forum qui nous a été inspiré par cet ouvrage, Journaliste et pouvoir politique au Togo de 1946 à 1979. Une profession construite sous la contrainte. Les auteurs, trois historiens togolais, Seydou Douti, Kofi Amouzou Sossou et Joseph Kofi Moutepe Chigbe, tous donc universitaires, se sont décidés à analyser la nature des relations entre journalistes et pouvoir politique au Togo. Et justement, à quelle distance le journaliste doit-il se tenir de l'homme politique pour bien servir les nobles causes de la démocratie? Interrogation du jour, en compagnie donc de trois personnes ressources. D'abord, un des co-auteurs, le professeur Joseph Chigbe. Il est professeur titulaire en histoire contemporaine. Il est enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Il est avec son collègue, le docteur Paul Kofi Paye, chef du département d'histoire à l'université de Lomé. Paul Kofi Paye a été diplomate togolais également. Il enseigne à l'université de Lomé. Et le troisième larron, Luc Abaki, il est journaliste, chroniqueur. Bonjour et bienvenue, chers invités. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Abaki? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir de me retrouver ici. C'est la première fois. C'est un grand plaisir de pouvoir partager ce moment avec New World TV et les invités, les grandes éminentes grises que j'ai en face. Luc Abaki, un journaliste togolais inconnu. Vous avez fait la presse écrite, vous avez fait la presse électronique, mais aussi vos faits d'âme marquants se retrouvent plutôt dans un passé antérieur, avec la chaîne du futur dont vous avez été administrateur. Hein. Absolument, absolument. Et aujourd'hui, chroniqueur, vous écrivez beaucoup? Absolument. Il faut écrire quand on est journaliste. Il faut écrire tout simplement et essayer de participer à l'éclairage de la lanterne des citoyens. Et donc, c'est ce que nous faisons tous les jours. Et d'où vous vient l'inspiration quotidienne? Elle est naturelle. Elle est naturelle. Il suffit d'observer un peu les faits de société, essayer de réfléchir chaque jour aux problèmes auxquels on se heurte au quotidien. Et puis bon, voilà, l'inspiration vient. Docteur Paye? Oui. Félicitations pour le département que vous avez en main désormais, le département d'histoire de l'Université de Lomé. Je suis à la tête du département depuis plus d'1 an déjà. Hein. Bon, un an, c'est pas aussi vieux que ça. Merci. Donc Merci. les félicitations sont toujours méritées. Hein. Merci beaucoup. Et le professeur Chigbe, professeur titulaire, ça date d'1 an, mais on peut toujours féliciter. Et puis directeur du Centre des œuvres universitaires, il a beaucoup de casquettes. Alors je commence avec vous, professeur Chigbe, co-auteur donc de l'ouvrage dont je parlais tantôt. Quels intérêts y a-t-il à analyser la nature des relations entre journalistes et pouvoir politique? Pourquoi voulez-vous mettre votre doigt dans ce milieu compliqué là? Vous pensez que c'est aussi compliqué que ça? Très complexe en tout cas. Avant de répondre, je voudrais d'abord vous remercier de l'intérêt que vous portez à ce sujet et remercier mes co-auteurs puisque ça n'a pas été une entreprise facile. L'article a été publié en France avec toutes les exigences possibles et ça nous a demandé beaucoup de travail. Donc je les félicite. Alors pour revenir à la question qui est posée, il faut dire que ce qui fonde la pertinence d'un tel sujet, c'est le fait que ce soit une question de société, tout simplement. C'est-à-dire les relations mi-figue, mi-raisin entre les journalistes et les politiques participent du quotidien de la société. Et donc les sciences sociales qui ont pour mission d'étudier les problèmes de société et de proposer des solutions pour rectifier le tir, pour faire marcher ou avancer la société, sont dans leur bon droit de pouvoir se saisir d'un tel sujet. C'est ça le premier élément. Mais au-delà de ça, en avril 2019, à Lille, en France, il y a eu un colloque. Le colloque a réuni des chercheurs africains et européens sur le thème médias et décolonisation en Afrique francophone. Alors, pourquoi le choix d'un tel thème pour ce colloque? Il y a deux raisons. La première, c'est que
les organisateurs ont fait le constat selon lequel la question des rapports entre politique et médias a été plutôt l'apanage des chercheurs anglo-saxons, comme l'a si bien montré Larkin dans ses ouvrages sur le nord du Nigeria, mais aussi des lusophones, des chercheurs lusophones. Or, il se trouve que la problématique évoquée par la question a été précocement posée en Afrique francophone. Alors, la question, c'est de savoir mais pourquoi est-ce que pour une problématique qui est posée précocement en Afrique francophone, les chercheurs de ce milieu ne se sont pas saisis de la question. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'écrits sur la question. Il y a beaucoup d'écrits, surtout en sociologie. Il y a beaucoup d'écrits, surtout en sociologie. Et la deuxième raison, justement, c'est par rapport à cela, puisque quand on fait un peu l'étude des écrits qui existent sur la question, on se rend compte que ce sont les sociologues, les anthropologues, les politistes et les spécialistes de l'information et de la communication, des sciences de l'information et de la communication, qui se sont véritablement intéressés à la question. Alors, les historiens ont été pendant longtemps absents du débat. Les organisateurs de ce colloque ont estimé qu'il est temps que les historiens s'intéressent à une telle question en essayant de l'historiciser. Parce que quand vous voyez les écrits qui existent, vous allez vous rendre compte que les analyses qui sont faites sont davantage présentistes que passéistes. Or, il faut un recul pour éclairer la lanterne des contemporains par rapport à comment est-ce que le phénomène a commencé, comment il a évolué dans le temps et quels sont les tenants et les aboutissants du phénomène à ce jour. Voilà pourquoi les organisateurs ont réuni les historiens et ont voulu que les historiens puissent historiciser la question. Et nous, historiens togolais, en ayant fait le tour de la documentation sur la question, on s'est rendu compte qu'il y a des mémoires, il y a des thèses, mais il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas d'écrit scientifique en tant que tel sur la question. Et ça aussi, c'est une des faiblesses de nous, chercheurs du Sud ou des Suds, si vous voulez, puisque nous faisons des travaux primaires, mais nous n'avons pas la culture de la publication. Or, pour rentrer dans le concert des chercheurs, il faut publier à l'international. Et donc, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas nous inviter à ce débat? Nous avons écrit l'article qui, finalement, a fait l'objet d'une publication dans la revue Histoire contemporaine d'Afrique. Et dans cette revue-là, on a eu à faire des études de cas sur le Togo, sur le Burkina Faso, sur le Sénégal, sur la Côte d'Ivoire, etc. Et donc, quand on fait le point, on se rend compte qu'en réalité, la problématique n'est pas particulière ou spécifique au Togo, mais c'est une problématique qui non seulement traverse le temps, mais qui concerne plusieurs espaces et les résultats sont à quelques nuances près des résultats qui se recoupent. Très rapidement, est-ce que, en tant qu'historien, vous êtes très outillé pour parler des milieux journalistiques, un milieu très compliqué? Vous ne vivez pas les faits de l'intérieur. Est-ce que vous ne risquez pas de raconter des histoires? Nous ne racontons pas des histoires quand bien nous sommes des historiens. Puisque, en tant qu'historien, tout ce à quoi touche l'homme nous intéresse. Parce que par définition, l'histoire est une science anthropocentrique, centrée sur l'homme. Les journalistes sont des hommes, et donc tout ce qu'ils font intéresse l'historien. Ça traverse le temps. Et à partir du moment où ce que font les journalistes traverse le temps, ça nous intéresse. Mais au-delà de cela, il faut dire que pendant longtemps, les médias ont été considérés par les historiens comme étant des sources d'information. C'est-à-dire que la presse est une source d'information pour l'historien, même l'audiovisuel est une source d'information pour l'historien. Et les historiens se sont contentés de ces sources pendant
belle lurette. Mais aujourd'hui, et ce pourquoi nous nous sommes invités au débat, c'est que les organisateurs de ce colloque dont je parlais tantôt ont voulu que les historiens fassent un pas en avant pour quitter le terrain des médias comme source et étudier les médias comme objet d'étude maintenant. Voilà pourquoi nous nous sommes intéressés à la question. Mais surtout que les faits rapportés par les journalistes peuvent être teintés selon la couleur de ces journalistes ou de leur acquaintance avec les hommes politiques. C'est ça là l'intérêt de votre sujet. Docteur Payet, est-ce que vous pensez que les historiens peuvent avoir des informations pertinentes du milieu journalistique qu'ils observent de loin? Est-ce que vous connaissez assez bien les journalistes? Oui, et vous écoutez ceci, l'histoire est une science qui a ses méthodes, qui a ses manières d'investigation et qui l'amène à véritablement puiser dans les écrits des journalistes à ce qui peut servir à la science, c'est-à-dire à faire de l'histoire. Tout à l'heure, vous posiez la question de savoir est-ce que les historiens sont vraiment outillés, sinon ils pourraient raconter des histoires. Non, loin de là. C'est vrai, comme le professeur l'a dit, l'une des premières sources d'information des historiens sont les journaux. Et donc, aujourd'hui, quand l'historien s'intéresse aux journalistes dans ses rapports avec les politiques, au fait, l'histoire est à même une science indiquée qui peut le faire parce que, avec le recul, l'historien peut faire énormément de comparaisons afin de tirer matière à réflexion. Et bon, nous les historiens, nous ne prenons pas les informations dans les journaux et les étaler à la place publique ou bien en faire source d'analyse ou bien information d'analyse sans appliquer la moindre méthodologie spécifique à notre discipline. Surtout en histoire politique, il est très très rigoureux de procéder à une comparaison de sources avant de faire des affirmations capables d'éclairer le citoyen. Mais même les sociologues, les anthropologues, les politistes, ils ne sont pas journalistes. Mais nous venons de faire le constat selon lequel les écrits qui foisonnent sur le marché sont leurs ouvrages. Et donc, on n'a pas besoin d'être au sein d'une corporation ou d'appartenir à un corps de métier avant de pouvoir mener une réflexion scientifique là-dessus. Lucas Baki, les historiens s'invitent à notre cuisine interne. Faut-il les servir? Oui, mais bien sûr, je pense que d'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais justement féliciter le professeur pour cette initiative qui a consisté justement à écrire un ouvrage scientifique qui décrit les rapports qui existent justement entre les journalistes et les milieux politiques. Parce que, comme il a dit, on a constaté que très rarement nos intellectuels s'appliquent à publier des ouvrages scientifiquement consistants qui puissent justement alimenter la lanterne, voyez-vous, du monde intellectuel, etc. Donc, cette initiative, les universités, même les hommes politiques, j'ai lu une de vos chroniques reprochées aux hommes politiques justement, de ne pas laisser de traces. Voilà, c'est pour ça que je parle d'intellectuels en général. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez déjà une bonne culture intellectuelle, vous devez avoir en vous ce désir de partager. Et ce partage ne peut se faire qu'à travers les traces que vous laissez, vos ouvrages, vos écrits, vos publications, etc. etc. C'est ça qui participe justement à alimenter l'activité intellectuelle, à alimenter la culture de l'esprit, etc., etc. Et donc, vraiment, je pense qu'il faut féliciter cette initiative qui est vraiment encouragée et on peut en même temps inviter les autres intellectuels à leur emboîter justement le pas. Cela dit, je crois qu'ils sont bien méritants de pouvoir s'intéresser à notre activité pour la simple raison que, étant tous des citoyens, comme il a dit, nous avons une même matière sur laquelle on travaille, qui est l'information. Et puis, vous savez que le journaliste, il a pour rôle de participer à ouvrir les yeux du citoyen, à l'informer, à l'alimenter. Et au même moment, le politique, lui, il se sert de ces créneaux-là pour se faire valoir, pour se vendre justement à la société et donc s'affirmer en tant que pièce essentielle, capable justement de coordonner l'activité sociale, etc., etc. Donc, nous sommes imbriqués l'un dans l'autre. Et donc, dans ces conditions-là, chacun doit pouvoir apporter sa pierre. Et je crois que, comme ils l'ont dit, l'activité, le travail scientifique
le travail historique est aussi scientifique, parce qu'il y a une méthodologie. Il suffit simplement de l'appliquer à la matière, qui est donc la matière journalistique, et puis bon, de définir les rapports pour sortir un document assez fiable. Je crois qu'ils sont les bienvenus en tout cas. Alors, l'ouvrage en question porte sur le Togo spécifiquement, le journaliste et pouvoir politique au Togo, suit une période. Mais la question que je voudrais vous poser, est-ce que ces rapports entre politique et journalisme sont spécifiques au Togo? Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose dans tous les Oui, pays? en réalité, c'est la même chose. En fait, comme on l'a dit, c'est des faits de société. Voyez-vous, le journaliste travaillant sur la matière qui est l'information, et partout où vous passez, il y a toujours cette réalité-là qui consiste à voir les rapports qu'il y a entre les hommes politiques et les journalistes, parce que eux, ils sont tellement complices, ils se complètent tellement, ils ont besoin l'un de l'autre qu'il est impossible de dire que cette description est spécifique au Togo. Peut-être qu'il y a des réalités Oui, mais qui les sont... réalités togolaises, que les journalistes ne sont pas trop, on va dire, entre guillemets, serrés avec les hommes politiques. Bon, je crois que ça peut être lié au niveau même d'infiltration de la démocratie elle-même. Voyez-vous, tous les pays qui ont connu une mue progressive vers la démocratie sont passés par là. Où vous allez voir en Afrique où la démocratie n'est pas encore consolidée, il y a toujours ces heures-là, ces situations où des journalistes, surtout critiques, sont souvent serrés, comme vous le dites, font l'objet d'emprisonnement, de critiques, de musulmans. Non, moi je etc., parlais même etc. pas d'emprisonnement, moi je parlais plutôt de proximité Oui. Des journalistes avec les hommes politiques. Est-ce que dans le contexte togolais, les journalistes ne sont pas trop proches des hommes politiques? C'est possible, oui, bien sûr, parce que vous savez, d'abord pour comprendre ce phénomène, il faut partir de ce que on a commencé un processus démocratique qui a exigé quelque part un journalisme même de militantisme au départ. Que c'était un journalisme de combat. Si vous voyez, voilà, donc si vous voyez dans les années 90, il a fallu que même les acteurs politiques créent des organes de presse. Et ces genres de journaux, c'était des journaux totalement de combat et qui étaient très positionnés avec une attitude qui n'est pas journalistique à vrai dire. Par parce exemple, que là, Jean-Pierre Fabre était un directeur de mais bien sûr, publication. voyez-vous. Donc, il y a ces réalités-là. Et ça, c'est lié au fait que, bon, voilà, on est en train de vivre un phénomène nouveau. On a besoin de conquérir, donc, le public, l'électorat, si vous voulez. Et donc, on passe par ces créneaux. Mais à un moment donné, lorsque, de façon progressive, on cherche à professionnaliser le domaine du journalisme, il va falloir mettre des règles, essayer d'amener les gens à s'élever et à dépasser, à dépassionner justement le débat pour rentrer dans la rigueur professionnelle qui est journalistique. Et donc, je pense que nous sommes en train de tendre vers là, même si pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Alors, Moi, je pense que... oui. Non, avant la question, je pense que il faut faire extrêmement attention. Nous ne faisons pas du copier-coller d'un espace géographique à un autre. Alors, lorsque nous avons entrepris cette initiative, le premier jet de l'article a été soumis à 3 éminents professeurs du domaine. Et ils ont été unanimes à dire, les rapports qui nous sont parvenus, à dire dans leur rapport qu'on connaît un peu la situation au Bénin, connaît un peu la situation au Congo belge, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais on ne connaît pas réellement ce qui s'est passé au Togo. Et la période qui est la nôtre, je l'ai dit, elle va de la période coloniale à 1979, par là. Et surtout par rapport à la période coloniale, le Togo a été une curiosité. La curiosité vient du fait que le Togo avait un statut particulier. Et ne faisait pas partie de l'empire colonial français. Le Togo était un territoire sous mandat d'abord de la SDN confiée à la France, puis sous tutelle de l'ONU confiée à la France. Et donc, eu égard à ces différents statuts internationaux du Togo, les journalistes togolais, on peut les appeler ainsi, journalistes, même si on pourra revenir sur la dénomination elle-même, puisque en réalité, comme l'a fait remarquer Marie Frère Soleil, en ces moments de la période de décolonisation, être journaliste, c'était d'abord un engagement politique. Ce n'était pas une activité professionnelle.
Ok, c'est pour cela que je disais qu'on pourra revenir là-dessus. Donc, les Togolais se sont saisis de leur statut international pour pouvoir s'investir dans le champ journalistique, ce qui n'était pas aussi précoce dans les autres pays qui faisaient partie, territoire, j'allais dire, qui faisaient partie de l'empire colonial français. Donc la spécificité du Togo, surtout pendant la période coloniale, est évidente et mérite d'être étudiée. Donc justement, vous avez commencé par effleurer la question que je voudrais vous poser. Quel était donc justement le profil de ces pionniers de la presse au Togo? Alors, par pionniers de la presse au Togo, j'entends ceux-là qui ont animé la presse. En premier, c'est-à-dire jusqu'à l'indépendance, c'est-à-dire de la période coloniale jusqu'à l'indépendance, puisque à partir de l'indépendance, la donne va changer. Et il n'est pas inutile de rappeler que les prémices de la presse togolaise remontent aux années 1900, lorsque les missionnaires protestants ont lancé leur première gazette qu'ils ont dénommée Ntifafanami, c'est-à-dire Paix sur vous. Et en 1911, les catholiques ont lancé également leur journal qu'ils ont appelé Miaholo, c'est-à-dire notre ami. Et de cette période jusqu'en 1960, on va identifier, si vous voulez, 3 différents profils de journalistes. D'abord, les missionnaires. Les missionnaires, ils n'avaient pas reçu une formation en tant que telle, mais ils étaient appelés à animer un certain nombre de chroniques ou bien des pamphlets pour pouvoir sensibiliser à la foi chrétienne et s'intéresser, si vous voulez, à des faits de société en sensibilisant les populations pour aller à l'école, pour les bonnes mœurs, etc. En dehors des missionnaires, on avait des enseignants. Ils étaient nombreux, des enseignants qui se sont invités à l'écrit journalistique. Pas que des enseignants, mais il y a aussi des gens des milieux libéraux, c'est-à-dire des gens sur qui l'administration coloniale ne pouvait pas avoir une certaine prise, ce qui leur permettait de pouvoir rédiger librement leurs écrits. Et donc, ces gens, on peut citer par exemple Salomon Ataï, qui fut directeur d'école avant de lancer son journal qu'il appelait Zapata à l'époque. Okay? En dehors de ces gens, nous avons une 3e catégorie de personnes qui étaient les plus nombreux d'ailleurs. Ce sont les hommes politiques. Les hommes politiques avaient leurs journaux. On peut citer par exemple Vincent Aitson, qui était juventiste convaincu. Le organe s'appelait Negreta, je pense. Negreta, voilà, exactement. Et même Jonathan Adjessi Sanvi de Tové, qui avait animé pendant longtemps le Guide du Togo, en fait. Et donc, ces hommes politiques, en réalité, se servaient de la presse pour pouvoir faire passer leur idéologie politique. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que quand on considère ces 3 profils, pratiquement aucune d'entre les personnes qui ont animé, enfin, qui répondaient à ces profils, n'avaient pas de formation journalistique en tant que telle. C'est-à-dire, eux tous avaient pratiquement appris sur le tas, sauf Sanvi de Tové, dont le CV montrait clairement que déjà à partir de 1918, il s'est fait former au journalisme en Espagne. Et en Espagne d'abord et en Allemagne. Okay. Voilà, donc il avait un diplôme de journaliste clairement défini. Mais tous les autres, ce sont des gens qui faisaient de l'à peu près et qui apprenaient sur le tas. Mais il faut noter également que de ces profils-là, il y en avait qui écrivaient à visage découvert, mais d'autres ont choisi la clandestinité. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup qui traversaient la frontière ouest, du côté de la Gold Coast, ou est, du côté du Dahomey. Et au Dahomey, c'était la voix du Dahomey qui servait de tribune pour ces gens-là, qui écrivaient, qui attaquaient les dérives de l'administration coloniale togolaise. Pourquoi? Parce que le milieu était si répressif qu'il fallait avoir du courage pour écrire à visage découvert. Si vous prenez Vincent Aitson, par exemple,
c'est quelqu'un qui a fait plusieurs fois la prison. Il a dit, mais écoutez, c'est d'ailleurs ce qui a fait que, enseignant au départ, on l'a viré de l'enseignement. Parce que l'administration coloniale estimait que tu ne peux pas être fonctionnaire et tous les jours s'attaquer à ma méthode de gouvernance. Et donc il a été viré, il a dit, ben, je préfère être journaliste convaincu et défendre mes idées que d'être un marmiton en me pliant aux désidérata de l'administration coloniale. Donc, voilà un peu les différents types de profils et les méthodes utilisées à l'époque pour pouvoir, comment dire, jouir de la liberté d'expression. Est-ce que vous avez consulté le contenu de certains de ces organes de presse? Ah oui, mais nous en avons consulté et nous avons cité même des extraits dans notre article. Et si vous lisez très bien, vous allez voir que ce sont des gens, en réalité, dont moi j'ai beaucoup admiré le courage. Parce que ce sont des gens qui n'avaient pas la langue de bois. Des gens critiquaient vertement les dérives de l'administration coloniale. Même les réformes qui sont faites, qui sont introduites, au moment où l'administration coloniale espérait que les opposants et la population, tout le monde allait applaudir, mais ces journalistes sortaient de leur gond pour dire mais ce ne sont que des miettes de réforme et que ce qu'eux ils voulaient, c'était plus que ça. Et donc, quand vous voyez très bien, vous analysez très bien, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'était aussi du journalisme de combat. Parce qu'ils voulaient combattre l'ordre établi pour qu'un nouvel ordre se mette en place. Donc, vous voulez dire qu'en 1950, un certain Annie Edson avait un courage que n'a pas aujourd'hui un certain Luc Abaki en 2020. Heureusement que lui est là. Non, mais je pense que ce qu'il a dit est assez illustratif de la situation que vivaient nos anciens, enfin, nos prédécesseurs en matière de journalisme, parce que le contexte, comme il l'a dit, était répressif. Et donc, à partir du moment où il est répressif, et puis c'est l'administration coloniale, hein, ça ne transige pas. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à vous enlever la vie. Et donc, pour pouvoir prendre sa plume et dénoncer les dérives de l'administration coloniale, effectivement, il faut un courage assez extraordinaire que peut-être nous n'avons pas aujourd'hui, comme il le dit. Mais de toutes les façons, le journalisme en lui-même exige forcément de la part du journaliste une certaine dose de courage. Parce qu'il est appelé à dire quelque part ce que nous appelons la vérité, c'est-à-dire faire en sorte à amener ceux qui gouvernent à aller vers de l'avant, à faire en sorte à s'améliorer chaque jour, à faire en sorte à s'intéresser au bien commun. Et donc, à partir de ce moment, alors que, vous savez, la gouvernance en elle-même a tellement de pesanteur qu'à un moment donné, le dirigeant a peut-être un penchant vers la gloire, vers les intérêts, et puis il oublie par moments certaines choses, ou il tolère mieux même certaines dérives que nous, en tant que journalistes, chargés justement d'attirer son attention, nous ne pouvons pas tolérer. Et donc ça, c'est des réalités que nous vivons, et malheureusement, pour pouvoir être capable de dénoncer cela, et de le dire avec rigueur, il faut un minimum de courage, parce que au même moment, lorsque vous écrivez de cette manière-là, ça heurte la sensibilité des dirigeants. Et ils ont le pouvoir de décision. Ils ont le pouvoir de vous corser, de vous faire enfermer. Et donc, ils l'utilisent de telle manière à bâillonner votre dynamique qui consiste donc à leur mettre les bâtons dans les roues. Enfin, c'est comme ça qu'ils considèrent cela, voyez-vous. Donc, c'est un vrai problème. Mais il faut toujours s'armer d'une certaine conviction. Et lorsque vous êtes convaincu, ce que vous faites, vous ne sentez même pas que vous êtes obligé de déployer un courage, parce que là, ça devient naturel. Voilà ce qu'on peut demander. Mais Luc, est-ce que ce journalisme partisan, est-ce qu'on peut l'appeler journalisme? Quand on voit les organes de presse des obédiences religieuses, les protestants, l'église presbytérienne, les catholiques par exemple, les gazettes des milieux politiques comme Negrita de la Juventus, est-ce que on peut les considérer comme étant des journalistes à part entière? Non, en fait, comme il l'a dit, en fait, pour définir le concept du journalisme, à moins d'avoir suivi une vraie formation de journaliste, pour connaître
les règles qui régissent la rédaction d'un article. Si vous ne l'avez pas fait, donc normalement, vous n'êtes pas un journaliste. Mais le besoin de communiquer, le besoin d'informer, le besoin d'ouvrir les yeux à la masse amène des gens donc à se donner à cet exercice-là. Mais le premier principe du journalisme, c'est l'équilibre, l'impartialité. Oui, justement, alors, c'est ce que je suis en train de dire. Si vous n'avez pas reçu cette formation et que vous êtes obligé, bien sûr, c'est-à-dire qu'eux, ils sont en train de refléter leurs convictions, leur appartenance, et de façon inconsciente, ils transfèrent quelque part leur personnalité à travers leurs écrits qui ne respectent pas forcément les règles journalistiques, voyez-vous. Oui. Mais c'est un besoin de relais, comme je l'ai dit. Et donc, c'est ça qui peut expliquer. Et puis, pour appuyer un peu ce que Luc est en train de dire, il faut mettre le journaliste dans son contexte. On n'est pas journaliste généraliste, si je veux le dire ainsi, mais on est journaliste utile à sa société quand on s'intéresse à la question du moment. Et donc, à l'époque, la question du moment, ou bien le combat qui était le plus important en société à l'époque, c'était la lutte pour l'indépendance. Et dans ce sens-là, les journalistes n'ont pas manqué d'utiliser leur outil qui est le métier du journaliste, c'est-à-dire la presse, pour exprimer leur point de vue, leur ressentiment par rapport à la situation. Donc, il faut prendre les journalistes dans leur contexte aussi. Ça aussi, c'est important. Gilles, je vais te surprendre. Il y a Tudesque qui a étudié la période et a montré que la presse a atteint son âge d'or pendant cette période. Quoique nous disions que... C'est-à-dire que la presse se faisait mieux à l'époque aujourd'hui? Alors, son analyse, il a montré que la presse a connu 3 principaux âges d'or. Et le premier âge d'or, c'est pendant cette période-là, où quand bien même on n'avait pas des journalistes formés, mais on avait quand même des gens qui avaient le souci constant d'informer la population, de transmettre des idées. Et c'est ce que Luc est en train de dire, puisqu'il faut un tout pour faire du journalisme. Mais c'est vrai que le côté professionnalisme était absent. Mais est-ce que l'information des masses, la sensibilisation des populations pour atteindre un objectif donné, est-ce que c'était au rendez-vous? Oui. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que c'était du journalisme. Et même des analystes comme Frère Soleil ont montré clairement que la liberté d'expression et l'aura du journalisme ont eu beaucoup plus d'écho et d'éclat pendant cette période que pendant la période postcoloniale. Ça veut tout dire. Pour compléter avec le profil de ces pionniers de la presse, est-ce qu'on avait remarqué à cette époque-là aussi une forme de bipolarisation de la presse clairement, avec les pros et les contre-pouvoirs? Évidemment, c'est ce qui a fait que je disais que c'était également un journalisme de combat. Nous avions l'administration coloniale en place, dont l'objectif est de mobiliser des journalistes autour d'elle pour pouvoir faire en sorte que l'ordre établi puisse être maintenu. C'est-à-dire, d'une part, on a des gens qui veulent rester définitivement, c'est-à-dire le colonisateur, ou le plus longtemps possible. Donc, pour atteindre cet objectif-là, il faut avoir des journalistes de leur bord qui sensibilisent la population pour montrer les bienfaits de la colonisation, pour montrer que sans les Français, le Togo ou les Togolais ne pourront pas tirer, ne pourront pas atteindre un développement quel qu'il soit. Et de l'autre, nous avons des gens qui estiment que la colonisation n'est pas la bienvenue sur nos territoires et il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir chasser le colonisateur. Et pour aller dans ce sens-là, il faut des gens qui sensibilisent l'opinion publique. Il faut des gens qui fassent transmettre cette idéologie-là. Et c'est ce qui fait que des hommes politiques se sont transformés en journalistes pour transmettre l'idéologie même de leur parti. Quand vous prenez, par exemple, pendant la période qui va de 1946 à 1959,
on avait au total 38 organes. OK? Et sur les 38 organes, on avait 25 journaux d'opinion. On avait 3 journaux indépendants, on avait 5 journaux syndicaux, on avait 5 journaux dédiés au sport, culture, etc. Mais quand vous prenez les 25 journaux d'opinion, 68% étaient des journaux de contestation. des nationalistes, donc de contestation. Et 32% étaient des journaux proches de l'administration coloniale. Mais sur l'ensemble des 38 journaux, vous avez 52% qui étaient des journaux portés par des partis politiques. Cela voudra dire simplement qu'il y avait une forte prégnance du politique, Des champs politiques voilà, dans le milieu journalistique. journalistique à l'époque. Justement, c'est la première conclusion que je tire du profil que vous dégagez des pionniers de la presse. Et docteur Payet, ça veut dire que le rapport entre journalisme et politique était très étroit dès l'origine de la presse au Togo, pour ne pas dire que les journalistes étaient plutôt des hommes politiques, des mercenaires, entre guillemets. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est le constat que nous dressons en disant que les journalistes sont très, très, très proches du pouvoir politique. Mais depuis la période, surtout à partir des années 46, avec la Constitution française de 1946, qui a ouvert les canaux à la liberté d'expression et autres, les journalistes ont été toujours, beaucoup ont été toujours des journalistes anti-griffes politiques. Donc aujourd'hui, le fait n'est pas nouveau. Si aujourd'hui on constate qu'il y a un lien entre les journalistes et les milieux politiques, ce n'est que la suite de ce qui se pratiquait depuis. Et cela, si on va dans d'autres espaces, on s'intéresse à d'autres pays, on remarque que le Togo n'est pas une particularité. En France, par exemple, la presse entretient des relations, je dirais presque incestueuses, avec les milieux politiques depuis le XVIIe siècle. Donc aujourd'hui, ce n'est pas nouveau et c'est là où je reviens pour te répondre une fois encore que nous, les historiens, nous sommes à même d'expliquer ce qui se passe, des liens entre les journalistes et les milieux politiques. Est-ce qu'on doit parler de mercenariat? Moi, je ne pense pas. Parce que en fait, les gens faisaient leur boulot avec conviction. Et quand je me suis essayé à voir un peu, c'était même l'une des recommandations des évaluateurs de notre article, pour dire, mais est-ce que le journaliste vivait de son métier? Et je me suis essayé, le professeur Bachana a fait sa thèse dessus, et j'ai essayé de regarder un peu dans sa thèse. Il a montré clairement que les gens vendaient, comment dirais-je, ne vendaient même pas le 10e de leur publication, de leur parution. Mais, à échéance régulière, ils paraissaient. Cela veut dire que la personne, le journaliste, a fait de son métier un combat. Et pour lui, advienne que pourra, même si je n'arrive pas à vendre un seul exemplaire, je continue. Ça peut être une conclusion active. Les financements peuvent venir d'ailleurs. Non, pendant la période coloniale, non, c'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui avec nos sociétés beaucoup plus économiquement développées. Mais à l'époque, d'ailleurs même, il faut le souligner, le journalisme est un métier de précarité économique. Hein. Oui, mais ça, on le sait. Ce que je dis, quand les milieux politiques se finançaient par des mécènes comme Augustino de Souza, qui donnait beaucoup d'argent à Olympio, comment se fait-il que Augustino ne pouvait pas financer un organe de presse également? Ce n'est pas à exclure. Non, on peut l'admettre, mais pas de manière générale. Parce que effectivement, quand vous faites des études de cas, comme il a dit, dans la thèse de Bachelard, vous allez voir qu'il y a des gens qui écrivaient tout simplement par conviction, par plaisir. Parce qu'on dira que... C'est ce que vous pouvez voir de loin. Non, en fait, parce que on a fait on a profilé, par exemple, Vincent Edson, voilà, qui, au début, il finançait son journal par son salaire d'enseignant. Voilà. OK? Et arrivé quelque part, quand on l'a viré de l'enseignement, il avait cumulé un certain nombre de numéros qu'il n'a pas fait paraître. Et quand on lui a posé la question, il a dit, j'avais des soucis d'argent. Mais dès lors que je vais trouver de l'argent, tous les numéros, en instance, je vais les faire paraître. Voilà. Vous voyez? Donc, ça, on ne peut pas dire tout de suite qu'il y avait un mécène derrière lui. Sinon, il n'y aurait pas d'arriéré de publication. Voilà. Vous voyez?
Je ne dis pas que c'est un fait à exclure. C'est possible. Oui. Parce que le cas que vous avez évoqué est un cas évocateur, c'est-à-dire Augustino Paz de Souza qui finançait les milieux proches du culte. Voilà. Ce n'est pas à exclure. Mais on ne peut pas systématiser et généraliser. Alors, Lucas Baki, je reviens à la question centrale. Quel doit être, selon vous, le rapport entre journalistes et hommes politiques? Alors, pour définir ce rapport, c'est un peu comme poser la question de savoir quel doit être le rapport entre le journaliste et l'opérateur économique, par exemple. Moi, je préfère considérer ça comme ça. Loin de l'opérateur. Parce que d'abord, pour comprendre ce rapport, comme je le disais au départ, c'est qu'il faut d'abord comprendre que aussi bien le journaliste que l'homme politique ont une même cible, qui est donc le peuple, la population. Le journaliste se donne cette mission de l'informer à partir des faits, d'expliquer un certain nombre de choses, et donc de l'instruire, et même de le distraire quelque part. Alors que l'homme politique, lui, il veut s'appuyer sur les ressorts, ou en tout cas des relais, qui permettent de vendre son image à lui, et qui permettent de le mettre en exergue, de telle manière qu'il puisse trouver une légitimité auprès de la population, qui alors va l'adouber comme étant son dirigeant, etc. etc. Mais les rôles ne sont pas les mêmes. L'homme oui, bien sûr. veut communiquer, le journaliste veut bien informer. entendu, bien entendu. À partir de ce moment-là, vous comprenez qu'ils ont une même cible, mais les objectifs, en tout cas, l'approche du peuple n'est pas le même. Alors, le journaliste qui est conscient justement de son rôle doit observer un certain détachement. D'abord, doit être revêtu, si vous voulez, d'une certaine vision du peuple. C'est-à-dire que, voilà, la société à un niveau donné aujourd'hui, nous voulons lui éclairer la lanterne de telle manière que, à travers nos écrits et le travail que nous faisons, qu'on puisse avoir une société donnée demain. Alors, donc, à partir de ce moment-là, il ne peut plus être à l'ombre, par exemple, d'un homme politique et le suivre comme étant un garçon de course de qui il reçoit les instructions ou les éléments à publier. Parce que s'il reste dans cette posture-là, il s'enlève lui-même ses prérogatives, en tout cas ses atouts qui font de lui un journaliste qui doit être indépendant, autonome, etc. Mais malheureusement, c'est pas le cas souvent, même jusqu'aujourd'hui de nos jours dans votre pays de Togo. Bien sûr que des cas existent, mais on ne peut pas dire dans l'absolu que tous les journalistes sont des journalistes qui sont à l'ombre, voyez-vous, des hommes politiques, etc. Dans tous les cas, notre aspiration est de pouvoir nous trouver l'espace qu'il faut. De telle manière qu'on puisse aussi éclairer, et même la lanterne des hommes politiques eux-mêmes. Parce que avant les aspirations, la réalité. Aujourd'hui, quand vous analysez la situation... Oui, c'est ce que je dis, que c'est vrai qu'il y a des gens qui dépendent, en tout cas de façon formelle, des hommes politiques. Et ça peut s'expliquer par la précarité, par l'effritement de la conviction, même de la fibre politique et patriotique, que les gens d'hier dont ils parlent avaient, que nous, aujourd'hui, on n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, on a un penchant naturel vers le matériel, vers l'opulence. Mais est-ce que la plupart des organes de presse ne sont pas issus des milieux politiques Oui, il y en a beaucoup. Mais il y en a aussi qui par conviction, ont émergé dans cette aspiration profonde de pouvoir servir une information de qualité, en tout cas de faire un journalisme professionnel qui permet justement d'informer la population avec la rigueur requise. Voyez-vous? Mais de toutes les façons, comme vous l'avez dit, le fait n'est pas spécifique au Togo. En Côte d'Ivoire, par exemple, un certain Ahmed Bakayoko a été journaliste. Le Patriote, c'est son organe de presse. Alors, de cette façon-là, est-ce qu'il faut conclure qu'il faut réfléchir sur le journalisme si pratiquement tous les organes de presse doivent être issus des milieux politiques? Non, moi je pense que tu as effleuré une question qui m'est venue à l'esprit après la publication de cet article. C'est ça vous fait un nouvel article c'est la question de l'indépendance du journaliste vis-à-vis des hommes politiques. Alors, beaucoup appellent de leur vœu cette indépendance-là. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Il a évoqué, en partie, tout dépend du contexte dans lequel on se trouve et de la façon dont on entre en journalisme. Parce que vous avez beaucoup de journalistes qui
sont entrés, hier comme aujourd'hui, dans la profession sans avoir, si vous voulez, la qualification nécessaire. Oui, mais Alors, bon, par rapport sur à cette cela- question de qualification, moi j'ai beaucoup de réserves. On en parlera peut-être dans la seconde partie. Oui, mais à partir de ce moment-là, comment voulez-vous que les gens puissent être aussi professionnels que voulu si les personnes n'ont pas les qualifications requises? C'est-à-dire, les personnes ne sont pas rentrées par le canal où on doit leur apprendre un certain nombre de valeurs. La première Et qualification du journaliste, est-ce qu'elle est technique ou éthique? je pense que les deux sont importants. Ah ouais. Ah ouais. Les deux, les deux. On ne peut pas Je vois exclure toute la l'autre. pertinence de sa question. Oui, je comprends. Parce que- Mais ça, c'est à la fois technique, de mon point de vue, c'est à la fois technique et éthique. À partir du moment où la qualification est technique, vous entrez en journalisme et que vous exercez en tant que journaliste, l'éthique s'invite automatiquement. Et à partir de ce moment, quand vous arrivez et que c'est par le truchement d'un concours de politique. circonstances que vous arrivez en journalisme, toutes les dérives sont possibles. Ouais. Le débat reste entier. Je vous propose qu'on marque une pause parce que nous sommes talonnés par une nouvelle édition du journal. D'accord. 10 minutes, on se retrouve 10 minutes après pour la suite et la fin de New World Forum sur ce débat passionnant entre le rapport journaliste-homme politique. À tout de suite.